and gentlemen, let's get ready to rumble! Le moment débat. Y'all ready for this? Alors après le fouet d'Alice, les coups de poing de la virgule des débats, on va peut-être pas commencer par ce type de litige. En tout cas, bonsoir, merci d'être avec nous pour parler des litiges dans le couple. Peut-être une première question assez générale, mais oui. Lorsque vous recevez des couples, vous êtes thérapeute de couple, ça suppose déjà qu'ils soient volontaires pour venir, ou souvent il y en a plutôt un qui se fait traîner par l'autre. Alors, quand il y en a un qui se fait traîner par l'autre, on l'appelle le touriste, et en général, c'est pas très efficace. La plupart du temps, ils viennent à deux, avec pas toujours le désir de rester ensemble, mais parfois le désir de se séparer proprement, ou de voir s'ils vont rester ensemble ou pas. Je n'imaginais pas qu'on pouvait venir dans l'idée de se séparer ensuite, avec cette idée préconstruite avant. C'est souvent pour voir un petit peu où on en est, faire le point, se regarder un petit peu fonctionner et voir, aider à discerner. Ça peut être ça. C'est souvent ça d'ailleurs. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à discerner ? J'avoue que j'ai du mal à concevoir de se dire ça ne va pas et on va aller voir quelqu'un pour régler ce problème-là, quelqu'un qui ne nous connaît absolument pas. De préférence, voilà. Oui, c'est mieux. Et moi j'avoue que j'ai du mal à concevoir ce cheminement en fait. La liberté de ne pas être jugé peut-être, non ? Alors d'abord ça représente un énorme effort. Souvent déjà d'avoir décroché le téléphone, c'est difficile pour les gens quand ils ont réussi à faire ça. Il arrive d'ailleurs qu'une fois qu'ils ont décroché le téléphone, qu'ils en parlent à leur conjoint, ils rappellent pour dire que finalement le fait d'en avoir parlé a suffi à provoquer quelque chose, à faire bouger quelque chose, et puis que finalement, ils n'ont plus besoin de venir. Donc ça, c'est arrivé assez souvent. Qu'est-ce qui fait qu'on demande à quelqu'un ? Parce qu'on répète sans arrêt les mêmes choses, et sans arrêt, on remet une pièce dans la machine, et on a droit à une partie gratuite, et on a l'impression que ça fait 5, 10, 15 ans qu'on répète les mêmes choses. Et qu'est-ce qui peut... moi, je me demande aussi, alors c'est compliqué comme question, je suppose que vous n'avez pas de réponse, mais comme type de solution, comme grand, qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens finalement, ou est-ce qu'en général, à quel type de problème vous répondez Alors, il y a beaucoup de questions dans celles que vous posez, il y en a plusieurs en une. La première, c'est que moi, je ne leur dis pas grand-chose. On donne assez peu de conseils, ça ne sert à rien de donner des conseils à des gens avec qui on ne vit pas. Le simple fait de venir... raconter leur vie et puis se regarder fonctionner, et éventuellement provoquer des étonnements chez la personne qui les regarde jouer leur petit jeu habituel, les arguments, les contre-arguments, etc. Souvent ça suffit à s'entendre, à s'écouter. Alors c'est pas magique non plus, mais le simple fait de se mettre au travail, de parler de son couple. Beaucoup de couples ne parlent pas de leur couple, ne parlent pas de leur sexualité. Ils sont en couple, ils vivent en couple et ils n'ont jamais parlé de leur couple. Ils font l'amour, ils n'ont jamais parlé de leur sexualité. Ou ils ne le font plus, mais ils n'en parlent pas. Voilà. Donc le simple fait d'en parler ou de répondre à des questions quand c'est trop difficile d'en parler provoque des étonnements chez l'un, chez l'autre. Ah bon, mais c'est la première fois que tu me dis ça. Tu dis ça à la dame, mais moi tu me le dis pas comme ça. Ce genre de choses. Mais on donne pas de conseils, non. Il y a pas de. Et est-ce que ça dépend de l'âge ? Est-ce que c'est les mêmes problèmes quand on est jeune, quand on est vieux, Alors, il y a un problème récurrent que je trouve peut-être plus bizarrement chez les jeunes couples, c'est la déception par rapport à une espèce d'idéal du couple. Quelque chose qu'on avait imaginé, un peu comme dans les livres, un romantisme échevelé qui voudrait que ce soit sans arrêt le feu d'artifice et la fête. Et puis on s'aperçoit, alors au bout de 6 semaines, 6 mois, 6 ans, 60 ans, non pas 60 ans, j'en ai pas eu, c'est pas vrai. Mais j'ai eu des gens qui ont 40, 45 ans et qui se posent des questions après 45 ans de vie commune. On s'aperçoit c'est pas toujours le feu d'artifice, que c'est pas si merveilleux. Donc on entend beaucoup parler de routine. On entend beaucoup parler de difficultés de communication. Ça, c'est le motif, ça répond à votre première question, c'est le motif, on n'arrive pas à communiquer. Donc je réponds toujours en rigolant que je ne vends pas de la communication, c'est un mot trop cher pour moi. Donc,
Voilà. Mais vous êtes quand même une libératrice de parole un petit peu. C'est ça, c'est pas spécialement moi en fait, c'est l'effet fauteuil et l'effet... c'est un lieu dédié avec une personne qui est là pour s'occuper du couple. Donc on va prendre du temps pour s'occuper du couple. Après, souvent, avoir pris du temps pour construire la maison, faire un enfant, faire un plan d'épargne logement, etc., etc. On s'est occupé de beaucoup de choses, mais on ne s'est pas occupé du couple. Et c'est dommage. Est-ce que vous êtes tenu au secret professionnel ? Je ne vous demande pas de raconter ce dont on a parlé tous les deux en dehors du plateau et puis de la thérapie qu'on suit ensemble avec Antoine, mais en dehors de la blague, êtes-vous tenu par une forme de secret professionnel ? Je suis tenue au secret professionnel, je le dis au début de chaque entretien, dans la limite de la loi. Alors, ça n'est arrivé qu'une fois, où des personnes m'ont confié leurs difficultés, parce que je ne fais pas que du conjugal, je fais du familial aussi. Donc il y a parfois des histoires de violence qui sont confiées, et quand des choses trop graves sont signalées ou qui ne sont pas dans les limites de la loi, je préviens les gens que je vais être obligée de le signaler, oui. Donc après, ils sont libres de dire ou de ne pas dire les choses, puisqu'ils savent que, voilà, ça arrive rarement quand même. Non, je croyais que tu voulais nous poser une question, Fred. Non. Oui, peut-être sur un autre plan. Est-ce que vous auriez quelque chose de croustillant à vous raconter ? Une petite anecdote ? Le secret professionnel, on vient de te dire. Voilà. Alors, croustillant, non, pas croustillant. Tout est croustillant, en fait. Ce qui est très étonnant, c'est de voir comment les gens... pourquoi les gens viennent au bout de 10, 20, 30, 40 ans, alors qu'ils se sont satisfaits d'une situation qui... de mon point de vue, et peut-être du vôtre si vous la contempliez, serait parfaitement dysfonctionnelle. C'est que on s'arrange très bien de situations pourries quelquefois. Donc c'est ça qui est très étonnant et très croustillant, très, très surprenant pour le spectateur. Et puis il y a un jour un truc qui fait qu'on va plus s'en arranger. Alors je vais donner un exemple qui revient assez fréquemment chez moi, c'est l'adultère. Il y a des organisations conjugales qui peuvent fonctionner 30 ans avec une troisième personne. Tout le monde le sait, on le sait plus ou moins, on fait comme si on le savait pas, mais ça fonctionne parfaitement. Et puis un beau jour, pour une raison X ou Y, parce que par exemple c'est devenu voyant, il y a le mari de la maîtresse qui est venu taper sur votre voiture dans un joli quartier bourgeois, et là c'est la limite que peut-être on s'était donné, que ça reste caché. Ou bien, qu'est-ce qui peut être croustillant encore ? C'est, non pas croustillant, mais étonnant. L'absence totale de sexualité dans certains couples. Le couple s'est construit comme ça. Et puis au bout d'un moment, quand on veut des enfants, par exemple, je ne sais pas chez les animaux s'il y a d'autres méthodes, mais chez nous, donc, ça finit par poser problème. Et donc... il y a la parthénogenèse. Comment ? Oui, exactement. Il y a la parthénogenèse. Mais nous, on a la biologie de la reproduction aussi, mais c'est vrai qu'en biologie de la reproduction, ils vont questionner d'abord ça. Hein. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour... Est-ce que parfois, ou même souvent, quand vous rencontrez un couple, vous avez une idée d'avance de ça va marcher, ça va pas marcher Est-ce que, par exemple, vous vous dites, mais ceux-là, ils ont vraiment rien à faire ensemble quand je serai sortie Le jugement de valeur par Alice. Alors, on est supposé, quand on est formé à ce genre de métier, on est supposé mettre ses propres représentations et propres projections de côté. C'est plus ou moins possible. Nous sommes humains et subjectifs. Donc, parfois, on est très tenté de dire... Mais barre-toi Ça reste pas. Évidemment, on ne le dit pas. L'idée, c'est quand même de ne pas avoir de projet à la place des gens, ni de les séparer, ni de les laisser ensemble. Donc que ce soit vraiment leur propre cheminement et qu'ils fassent le travail, même si ça doit nous décevoir, parce que franchement, on les trouvait super mignons tous les deux, et puis ou au contraire, franchement, on se demandait ce qu'ils fichaient ensemble, et puis ils vont rester ensemble alors que leur histoire est quand même très bizarre. C'est leur projet, ça leur appartient, et voilà. Il faut qu'on les rejoigne là où ils sont et qu'on les aide à trouver leurs propres ressources. C'est surtout en ça que consiste notre travail. Mais justement, j'allais revenir sur une question qui rejoint un petit peu tout ça. Est-ce que parfois, c'est pas la pression sociale et l'image que le couple renvoie qui les pousse à se questionner et peut-être aussi à se fâcher ? Je pense, je sais pas moi, à des différences culturelles, des différences sociales, l'image que ça renvoie qui les amène chez vous.
La question de l'image, c'est trop général comme question pour que je puisse y répondre comme ça, parce que j'ai tellement de situations différentes. Mais je vais rebondir sur la question de l'image. Je pense que c'est peut-être plus difficile pour les jeunes générations maintenant, cette question de l'image et de l'injonction sociale à être en couple ou célibataire, ou en couple hétérosexuel, homosexuel, marié, pas marié. Il y a beaucoup de choix. Et même si c'est pas tout à fait parfait encore, la société est moins réprobatrice qu'elle ne l'était pour des couples qui autrefois ne se posaient pas la question de leur bonheur à travers leur situation conjugale, se retrouvaient dans une situation conjugale et à l'intérieur de cette situation conjugale se débrouiller bon an mal an pour être à peu près heureux ou pas trop malheureux. Donc c'était pas idéal non plus, bien sûr. Mais maintenant, les gens ont l'impression qu'ils portent une responsabilité énorme dans les décisions qu'ils vont prendre, qui peuvent être « je me mets en couple » ou bien « je me sépare » ou bien « j'arrive à 45, 50 ans ». C'est souvent là que je vois les gens. Moi, quand un des parents décède ou est malade, enfin la situation s'inverse, on commence à s'occuper de ses vieux parents. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce que je vais passer la deuxième moitié de ma vie avec cette femme ou cet homme ? Est-ce que je vais être heureux comme ça ? Est-ce que je vais reproduire ce qu'ont fait mes parents ? Donc il y a beaucoup de questionnements qui me semblent assez contemporains et qui compliquent un peu les choses, mais qui sont intéressants aussi. Merci, on retiendra que du coup il y a un bel avenir pour la thérapie de couple. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter un titre qui représente assez bien ça, je trouve, « Je t'aime moi non plus » de Gainsbourg. Ça représente bien l'aspect paradoxal de tout ça. Voilà.